Quels sont les effets des institutions sur le chômage structurel? Deux questions peuvent être posées. La première, quelles sont les institutions qui encadrent le marché du travail? La seconde, quelles sont les répercussions que peuvent avoir ces institutions sur le chômage structurel? On reprendra la définition de Douglas North des institutions. L'ensemble des contraintes formelles ou informelles que respectent les individus. Premier type d'institution, celle qui augmente le coût du travail. L'instauration de salaire minimum et les cotisations sociales. Quels vont être leurs effets sur le chômage? Il faut d'abord distinguer salaire et coût du travail. Le salaire est la rémunération perçue par le salarié. Si on y ajoute les cotisations sociales à la charge du salarié et celles à la charge de l'entreprise, on obtient le coût du travail. C'est l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise pour le travailleur. Le salaire peut être égal au coût du travail, dans les pays où l'État n'intervient pas dans les sphères économiques et sociales. Le salaire peut aussi être différent du coût du travail. On parle alors de coût socio-fiscal, dans les pays où il y a par exemple, comme la France, une sécurité sociale. Quels vont être les effets sur le chômage de l'instauration d'un salaire minimum? Le salaire minimum est un montant minimum légal auquel un salarié peut être embauché et rémunéré. C'est un salaire plancher en dessous duquel il est interdit d'embaucher un salarié. C'est donc une obligation légale qui crée une rigidité exogène au marché. En France, le salaire minimum est le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il a remplacé le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. L'objectif était de dépasser les limites du SMIC. Le SMIC est donc un salaire interprofessionnel. L'objectif est d'éviter les écarts entre les professions. Et sa progression suit la croissance et l'inflation. Ainsi, le pouvoir d'achat peut augmenter. Les objectifs du salaire minimum sont avant tout sociaux. Réduire la concurrence par les salaires entre salariés peu qualifiés. Réduire les inégalités. Améliorer le sort des travailleurs des classes populaires. Et enfin, assurer un niveau de vie décent à ceux qui sont en emploi. Mais il y a aussi des objectifs économiques. Permettre aux salariés de consommer et donc assurer une augmentation des débouchés. Ensuite, l'autre objectif est la motivation des salariés, comme le démontre la théorie du salaire d'efficience. D'après les néoclassiques, le salaire minimum va générer des effets pervers. En effet, si le salaire minimum est supérieur au salaire d'équilibre, les entreprises n'ont pas intérêt à embaucher des salariés peu productifs, les jeunes ou les sans qualification. Et donc, le chômage des peu qualifiés va augmenter. Ce chômage va être structurel et durable. En effet, comme le SMIC est un salaire plancher, il ne peut pas baisser. Il n'est plus flexible à la baisse, et donc les déséquilibres entre l'offre et la demande de travail vont perdurer. Cependant, ces effets pervers sont à relativiser. En effet, le salaire minimum va générer une augmentation de la productivité des salariés, comme l'affirme la théorie du salaire d'efficience. Et donc, pour les entreprises, l'augmentation de la productivité peut être supérieure à celle du salaire. Dans ces conditions-là, la compétitivité des entreprises va augmenter. Autre relativisation, la démonstration de Keynes au niveau macroéconomique. En effet, le salaire minimum permet une augmentation du pouvoir d'achat de ceux qui ont la propension à consommer la plus forte. Et donc, les débouchés vont augmenter, ce qui va assurer une augmentation de la production des entreprises. Elles embaucheront alors, elles créeront des emplois, ce qui permettra de réduire le chômage. Autre institution, l'instauration de la protection sociale. Quels effets les cotisations sociales ont-elles sur le chômage? Les cotisations sociales sont prélevées sur les salaires et sont donc la contrepartie du système de protection sociale. Leur objectif est d'assurer les individus contre les risques majeurs de l'existence, chômage, maladie, vieillesse, en leur accordant des revenus de remplacement. Les cotisations sociales vont aussi générer des effets pervers selon les néoclassiques. Les cotisations sociales vont entraîner une augmentation du coût du travail, donc générer une baisse de la demande de travail et une augmentation du chômage. Cette baisse de la demande de travail peut s'expliquer par deux déterminants. D'abord, un effet substitution. Les entreprises vont remplacer les salariés par des machines. Deuxième déterminant, la délocalisation vers des pays sans protection sociale.
Les cotisations sociales vont aussi générer des effets pervers sur les salariés, puisqu'elles pèsent aussi sur les salariés. Chaque heure de travail va leur apporter moins. Et donc, il peut y avoir une désincitation au travail. Et donc, une diminution de l'offre de travail. Cette diminution de l'offre de travail sera d'autant plus importante que ces cotisations sociales financent les allocations chômage. Ainsi, la rentabilité du travail peut être moindre. Les individus peuvent considérer qu'il est plus intéressant de rester au chômage plutôt que d'avoir un emploi rémunéré. Il y a alors des trappes à l'inactivité, quand la différence entre tous les revenus nets associés à l'activité et à l'inactivité est faible compte tenu de la désutilité marginale et ou de la valorisation du travail. Or, là aussi, ces effets pervers sont à relativiser. En effet, des allocations chômage relativement généreuses peuvent permettre d'améliorer les conditions de recherche d'emploi. D'abord, car elles assurent une meilleure adéquation de l'emploi aux qualifications du chômeur. Ensuite, car elles vont favoriser la rencontre entre les offreurs et les demandeurs d'emploi, et donc les appariements. Dernière institution, les réglementations de protection de l'emploi, ce que l'on appelle la législation pour l'emploi. Quel effet sur le taux de chômage? La LPE est l'ensemble des dispositions, législation, convention collective, jurisprudence, qui régit le recrutement et le licenciement des salariés. Ce sont donc des contraintes exogènes créées par l'État ou par accord entre le patronat et les syndicats de salariés. Les objectifs sont nombreux. D'abord, augmenter l'emploi, puisque le licenciement va être difficile. Ensuite, augmenter la productivité. En effet, la relation de confiance avec les employeurs est accrue, ce que démontre toujours la théorie du salaire d'efficience. La réduction des risques encourus par les salariés va aussi permettre une amélioration du climat de confiance au sein de l'entreprise. Et enfin, le pouvoir de négociation des salariés va être renforcé, ce qui va assurer une répartition plus équitable du revenu. Selon les néoclassiques, la LPE va aussi avoir des effets pervers. En effet, ces règles qui encadrent le licenciement font que le travail devient quasiment un facteur fixe. Et donc, l'entreprise hésite à embaucher de nouveaux salariés. En effet, elle sait qu'en cas de difficulté économique, elle aura du mal à les licencier. Ensuite, la LPE entraîne des indemnités de licenciement, et donc une augmentation du coût du travail, ce qui va générer une baisse de la demande de travail. Enfin, la LPE peut modifier la composition de l'emploi. En effet, comme les emplois permanents sont protégés, il y a une augmentation du coût des emplois permanents, et donc, il y a un risque de remplacement des emplois permanents par des emplois temporaires moins coûteux. Cependant, là aussi, ces effets pervers sont à relativiser. En effet, la LPE va freiner les licenciements. Or, un chômeur consomme moins qu'un salarié. Et donc, la LPE va soutenir la demande, ce qui permet d'éviter le cercle vicieux auto-entretenu de la crise.